Bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de RTV, bienvenue dans votre émission On en discute. Alors aujourd'hui, écoutez, moi je pense que c'est un sujet que nous allons aborder et qui est d'une importance capitale pour le bien vivre ensemble, pour nos sociétés, pour apprendre à évoluer dans nos sociétés et avec tous les défis qui leur sont lancés. Alors, on va parler de handicap, de situation de handicap et d'intégration de personnes en situation de handicap dans la société civile, que ce soit le monde de l'entreprise, que ce soit, écoutez, la vie d'une manière globale. Pour m'accompagner pour ce numéro, j'ai le plaisir, j'ai vraiment la joie de vous accueillir. Nawal Alaoui. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vraiment merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes consultante auprès du cabinet OnePoint. Tout à fait. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ce cabinet déjà? OnePoint, c'est un cabinet de conseil qui accompagne toutes les transformations, que ce soit de l'ordre de l'entreprise, du monde de l'entreprise, comme de l'ordre finalement du public et du sociétal. Donc c'est un cabinet qui existe depuis 2002, il est 100% français. Il a été fondé par M. David Layani et qui aujourd'hui, en fait, il est implanté dans 14 pays et déjà à l'échelle nationale, on est partout, que ce soit à Bordeaux, Lyon, Lille, Rennes, mais aussi finalement, on se rend compte de cette évolution dont vous parlez au sein de ce cabinet parce que même notre raison d'être évolue avec. Aujourd'hui, on est arrivé à l'IA, tout en restant sur le volet quand même RSE, d'où ma présence ici avec tout le volet. Et quand vous dites 14 pays, Nawal, ce sont des pays européens essentiellement ou Non, on est à Singapour, on est au Canada, on est vraiment à l'international pour le coup, que ce soit en Asie comme en Europe. D'accord. J'ai aussi le plaisir et vraiment l'immense joie d'accueillir, alors, à distance, monsieur Hassan Najari. Hassan Najari, qui est le président de l'association CAPIS et qui fait un travail fastidieux, formidable et tellement important. Hassan Najari, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, magnifique. Alors, dites-nous, pareillement, qu'est-ce que c'est que CAPIS? CAPIS, c'est une association qui s'appelle tout simplement le Cercle d'amis des petits invalides à scolariser. Ce sont des parents d'élèves de Villeneuve-la-Garenne, dans le 92. En 2012, nous avons réfléchi à la situation d'enfants atteints de handicap ici en France et à l'étranger, et on s'est focalisé sur le cas d'une jeune fille atteinte d'un grand handicap au Maroc, et qui avait besoin tout simplement d'une chaise roulante électrique. Nous l'avons cherché partout, on n'avait pas les moyens de financer quoi que ce soit, et on s'est adressé à l'APF. L'APF, c'est l'Association des paralysies de France, chez qui j'ai rencontré un grand ami, Moustapha Bellazar, aujourd'hui à la retraite, et qui nous a... Ah, on a perdu la connexion là. Là, on a perdu la connexion. Là, je vous entends, c'est bon. Très bien. On a retrouvé notre ami. Voilà. Monsieur Bellazar, qui travaillait à l'APF, aujourd'hui il est retraité, nous a offert la première chaise roulante électrique et qu'on a offert à cette jeune femme. Comment s'appelait cette jeune c'était une petite fille ou une jeune femme? J'ai pas bien compris. Une jeune fille qui était en CM2. Voilà. CM2. Alors justement, moi, Hassan, j'aimerais, parce que je me souviens parfaitement de cette histoire, on en avait parlé, vous et moi, et j'avais senti déjà votre émotion et votre fort engagement quand vous me racontiez cette histoire. Je crois que c'était en 2013, il me semble. Exactement. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes à ce moment-là au Maroc, Nawal, Hassan est au Maroc, et vous prenez un café, vous me corrigez, hein? J'étais avec des amis assis à une terrasse de café et on voyait cette jeune fille qui marchait sur le dos. Sur le dos, c'était horrible de voir ça. Et il avait un seul membre inférieur et les deux membres supérieurs étaient dans un très mauvais état. Elle marchait à l'envers. Et elle avait un cartable et elle allait à l'école. À l'école, il allait à l'école. C'était très difficile de voir ça et je posais la question comment on peut faire pour aider cette jeune femme. Et on est rentré, c'était la fin de 2011. On est rentré, on a travaillé que sur ce problème
Et la joie, c'est de la voir sur une chaise et plus tard avec des membres artificiels, parce qu'il a eu à l'âge adulte des prothèses. Des prothèses, il a su vivre avec tout ça. C'est magnifique. Voilà. C'est-à-dire que c'est au-delà de la simple émotion, de la... Il y a eu une action collective, il y a eu vraiment un rassemblement finalement pour une cause, et on se rend compte que l'échange qu'on a eu ce matin, finalement c'est en faisant collectif, ouais. en réfléchissant tous ensemble, en apportant finalement notre réseau, nos connaissances, nos savoir-faire, qu'on peut finalement avancer dans des causes aussi importantes que le handicap, parce qu'aujourd'hui le handicap, c'est quand même 12 millions de personnes en France, et quand on regarde à l'échelle internationale, on est à peu près à 70% de la population. Parce qu'en fait, mondial. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, la notion de handicap, quand on parle de handicap, on pense directement à un handicap visible, mais ça ne représente que 20%. Le reste, c'est des handicaps invisibles. Donc 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a une thyroïde, qui voit mal, quelqu'un qui entend mal, comme c'est mon cas, ou juste quelqu'un qui porte une maladie dégénérative ou orpheline, ça ne se voit pas. Et à partir du moment où ça ne se voit pas, on a encore du mal à le prendre en compte, on a encore du mal à le considérer. C'est vrai. Alors que les difficultés sont les mêmes, voire et donc on ne rend pas la vie plus facile à ces personnes-là, et on considère qu'elles doivent avoir les mêmes difficultés que les 20% de personnes qui ne sont pas en situation de handicap, et dès lors, c'est une inégalité flagrante. C'est une inégalité et c'est même une injustice, parce qu'aujourd'hui, quand on veut prendre une personne qui a une souffrance, mais vraiment physique, qui porte une maladie qui... je ne sais plus, j'ai eu le cas d'une jeune fille qui souhaitait en fait rejoindre le cabinet et qui pour le coup portait une maladie qui faisait qu'il y avait des moments où elle était beaucoup plus fatiguée que d'autres. Mais ça ne se voit pas. Comment est-ce que ses collègues peuvent comprendre ça? Comment est-ce qu'ils peuvent repérer ces moments finalement de difficulté? Et comment surtout l'entreprise peut calculer finalement par rapport à la charge de travail ces moments de difficulté de la collaboratrice, ces situations de handicap vraiment invalidantes. Et du coup, à partir de là, vu qu'on est incapable de les prendre en compte, on est incapable de les calculer, et du coup, on est incapable de prévoir, de se projeter, tout simplement, la personne, elle est un peu livrée à elle-même. Soit elle a de la chance, elle tombe dans une équipe qui est bienveillante, et du coup, il y a quelque chose de naturel qui se fait, et ça se fait. Ça se fait, c'est-à-dire qu'on tombe sur des formidables, voilà, exactement, avec beaucoup de bienveillance, et on s'adapte à l'autre. Soit malheureusement, au bout d'un moment, à force des arrêts, on est licencié de l'entreprise. On n'arrive plus à suivre aussi les besoins, ses propres besoins médicaux, parce qu'il faut se déplacer aujourd'hui, il faut aller voir le médecin, il faut être tout le temps dans la recherche. Et quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand notre corps nous lâche, je vous assure que si vous n'avez pas un parent aidant, ou si vous n'avez pas des amis qui s'impliquent parce que voilà, c'est une cause qui leur tient à cœur, vous êtes livré à vous-même. Et vous dépérissez dans votre coin. Terrible. Alors, Hassan. Oui. Justement, quand vous avez décidé avec Capis, avec votre association, de vous occuper de cette personne, puis vous avez... Comment ça a été accueilli justement au Maroc? Tout simplement, toute aide est bien saluée, bien sûr. Nous, on a commencé avec cette chaise roulante électrique et on a fini aujourd'hui par des grosses remorques qui rentrent avec... Des centaines de lits médicalisés, des chaises roulantes électriques, manuelles, même au niveau médical. C'est-à-dire, c'était le point de départ pour créer de l'aide envers ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et moi, je les appelais les enfants invisibles. Ce sont les enfants atteints de handicap ou d'invalidité, comme le dit mademoiselle Nawal ou madame Nawal. C'est tout simplement tout malade. C'est un diabétique. Et un diabétique, on sait qu'il peut être invalide, handicapé carrément, amputé du jour au lendemain. Il se fait qu'une nécrose touche ses membres, il se fait que malheureusement il soit mal soigné et mal équilibré, on finit par l'handicap. Donc on a commencé à faire tout simplement des caravanes médicales pour faire de la prévention, pour chercher, détecter les maladies. Je parle ça sur des années maintenant. On a 11 ans d'action au Maroc. Et après, on a créé ce qu'on a appelé école avec un grand H pour les enfants atteints de handicap et
aussi d'autisme, et c'est une école qui existe aujourd'hui dans la région de l'Oriental, qui accueille aujourd'hui 40 enfants. Ces enfants, ils sont pris en charge le matin, comme en France, comme on va en France, par un transport qui nous appartient. Ils sont scolarisés dans cette école avec des spécialistes. Ils prennent leur collation sur place. Ils sont ramenés vers leurs parents à la fin de la journée. Et devinez, ces enfants, grâce à cette école Karama, ils sont partis travailler. Les mamans qui étaient, on va dire, moi je les appelle comme ça, esclaves de la maladie de leurs enfants. Esclaves. C'est toute la journée à la charge d'un enfant, prendre soin de lui, le nettoyer, lui donner à manger, faire ce qu'on peut. Et aujourd'hui, ces femmes, ils sont déchargées de cette lourdeur quotidienne, et c'est nous qui prenons en charge, bien sûr, avec des gros partenariats avec l'État marocain, le Royaume du Maroc. On va y arriver. Oui, oui, je vous en prie, finissez la phrase. Nous sommes bien sûr soutenus financièrement et administrativement et même logistiquement par le Royaume du Maroc. On va y venir. Mais justement, alors, Nawel, que dit la loi aujourd'hui? Comment le législateur prend-il en charge aussi cette question de la situation de handicap chez nos concitoyens? Bien sûr. Déjà, on est en France, donc tous les hommes naissent libres et égaux. Article 1. Voilà, l'article 1. Ensuite, en 2005, on a eu de la chance, parce qu'il y a eu une loi de 2005 sur finalement l'encadrement de l'insertion des personnes en situation de handicap, tant dans la société que dans le monde du travail. Ouais. Cette loi continue d'évoluer, puisqu'en 2019, on a fait évoluer cette loi parce qu'en fait, on parlait dans la première partie de la loi sur la notion d'incapacité des personnes en situation de handicap, d'incapacité handicapante, alors qu'en 2019, on a réfléchi en se disant, en fait, les personnes en situation de handicap sont handicapées dans certaines situations. C'est-à-dire que vous allez prendre quelqu'un qui est malvoyant, en fait, il est en situation de handicap quand il va prendre le volant. Mais finalement, en dehors du volant, il est normal, il est comme vous et moi. Donc en fait, on a réfléchi finalement aux situations de handicap et à la notion finalement d'insertion des personnes et de compensation de ces situations de handicap. Voilà. Et c'est l'État, par des subventions, l'accord handicap, parce que du coup, toutes les entreprises françaises de plus de 20 salariés ont une obligation de signer un accord handicap qui régit finalement la vie sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Donc 6% de la masse salariale doit être en situation de handicap, sinon on paye une subvention à l'État. En fait, elle est versée dans l'autre sens. C'est une amende? Une amende, exactement. D'accord, ok. Ces personnes, une fois qu'on les a recrutées, il faut les accompagner, c'est-à-dire qu'il faut visualiser avec eux et avec la médecine du travail quelles sont les situations de handicap auxquelles ils vont faire face tout au long de leur vie, dans l'entreprise. Et du coup, une fois par an, on voit le médecin du travail et on se rend compte finalement que soit ça a évolué en étant pire, on va dire, la situation de handicap, et du coup, il faut encore surcompenser, soit c'est l'inverse, parce que finalement, il y a des handicaps qui sont temporaires et encore heureux, et du coup, en fait, il faut revoir dans l'autre sens, c'est-à-dire... Pardon, Nawel, là, vous me parlez des entreprises publiques et privées ou... Les deux. Les deux, on est bien d'accord. Là, pour le coup, c'est vraiment l'entreprise dans sa globalité, que ce soit le secteur public comme le secteur privé. Ok, très bien. Ils sont tous les deux concernés par la loi de 2005 sur le recrutement des personnes en situation de handicap et sur leur insertion. Vraiment, insertion dans le sens... Il faut les aider, il ne faut pas juste les recruter. Quoi. Exactement, parce que sinon, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance tant pour l'entreprise que pour la personne en situation de handicap, ce qui va faire un échec à la fin, finalement. Et là, récemment, je crois que c'était juste après le Covid, on est en train de réfléchir aussi à l'accessibilité, tant sur la partie locaux, c'est-à-dire vous êtes en fauteuil, comment est-ce que vous allez avoir accès à votre lieu de travail, que sur la partie digitale. Vous êtes en situation de handicap, vous devez travailler sur un PC avec des logiciels. Du coup, comment est-ce que l'entreprise peut finalement adapter ces logiciels, les designer, de sorte à ce que vous puissiez naviguer facilement et vous puissiez travailler facilement. S'il est utile d'ajouter par exemple d'autres logiciels au PC, on le fait. Si c'est juste une question de développement finalement de l'accessibilité numérique vraiment sur le site de l'entreprise, on va le faire aussi. Mais quoi qu'il arrive, tout ça est financé par la loi de 2005 et donc par l'État. Et on a un organisme qui s'appelle l'AGFIP, qui est vraiment sollicité pour, disons, donner des ressources, tant pour la personne en situation de handicap que pour l'État. C'est-à-dire que je donne... Et donc, OnePoint, vous êtes
je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en partenariat avec l'État, vous communiquez? En fait, toutes les entreprises sont en partenariat avec l'État sur ce côté-là. Vraiment, c'est une obligation. Bon. Mais chez OnePoint, ce qui était différent, c'est qu'une fois qu'on a fait notre accord handicap en 2019, certes, notre accord handicap nous a permis de faire tout ce qui est possible pour que nos locaux soient accessibles, de recruter au maximum pour atteindre les 6%, parce que ce n'est pas évident, hein, parce qu'en fait, c'est une deuxième notion que j'aimerais bien aborder tout à l'heure, c'est que les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, seulement 7% ont accès aux études supérieures. D'accord. Comment est-ce que vous voulez que des cabinets tels que OnePoint ou Total ou L'Oréal, enfin tous les grands groupes qui finalement recrutent des ingénieurs, des hauts cadres, puissent avoir les 6% de personnes en situation de handicap, puisqu'on n'est pas diplômés pour une grande majorité. Et je dis on parce que moi-même, étant en situation de handicap, ça a été très difficile pour moi d'avoir accès aux études supérieures. Parce qu'il a fallu... Donc déjà, là, vous soulignez quand même quelque chose d'hyper important, qui est excluant. L'accessibilité aux études supérieures. Aux études, exactement. Et à partir du moment où il n'y a pas l'accessibilité aux études supérieures... on n'a pas accès à des postes... Mais ça donne même aux grands groupes... Pardon, l'excuse, écoutez, il ou elle n'a pas le diplôme. Et c'est là où on travaille avec OnePoint, avec une école inclusive, avec les écoles, tant une école au sein de OnePoint, mais aussi travailler avec les autres écoles, telles que Saint-Plon, telles que Access 42, vraiment travailler avec d'autres écoles pour rendre, et quand je vous ai parlé tout à l'heure avec l'ESSEC, on va faire de la sensibilisation, tant pour les étudiants, que pour les professeurs, les directeurs d'école, pour qu'ils comprennent finalement qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est devenu un fait de société. Quand on se rend compte, finalement, vous avez parlé d'autisme tout à l'heure, mais si vous saviez le nombre de maladies psychiques et mentales qui sont en train de se créer à cause de des jeux vidéo, de notre connectivité, notre incapacité... Des perturbateurs endocriniens. C'est ça, de toutes les notifications et un co. Donc finalement, aujourd'hui, que ce soit en France... Comme au Maroc, comme dans tous les pays, il y a vraiment une sensibilisation, une prise de conscience sur l'évolution de notre corps humain dans les deux sens. Voilà, que ce soit en termes de capacité à faire comme de plus de capacité à faire. Voilà. Hassan, justement, alors comment, puisque vous commenciez à nous parler des subventions et de l'aide apporté par l'État marocain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Comment est-ce qu'il vous aide concrètement? Je rebondis juste sur l'intervention de Mme Nawal sur les 6%. Nous, on a appliqué la même règle au Maroc, mais en atteignant aujourd'hui dans notre association, parce qu'on fait travailler 17 personnes, et ce sont 4 personnes, 2 avec réel handicap, et deux personnes avec maladie invalidante grave, chronique. Donc, on a atteint 4 personnes sur 17 qui ont, on va dire, une invalidité. Moi, je l'appelle invalidité. La directrice même de l'école Karama est elle-même atteinte d'handicap physique. Donc, elle travaille avec des enfants atteints d'handicap aussi physique et autisme. Donc, elle connaît et elle gère beaucoup mieux les cours, l'école, que peut-être une personne qui n'est pas trop concernée par cet handicap ou cette invalidité. Côté financement, bien sûr, je pense que tout État ne peut subventionner que sur des projets viables. Des projets qui existent et réels. Le Maroc est aussi dans cette optique de travailler avec l'INDH. L'INDH, c'est l'Initiative nationale de développement humain, qui finance des projets associatifs ou collectifs ou de l'État, en créant des subventions réelles, on va dire très réelles. Alors comment ça, très réel? Par exemple, comment? Actuellement, les prévisions. On aura 300 000 dirhams, l'équivalent de 30 000 euros annuels pendant 6 ans par le conseil provincial de Berkane. On aura une subvention là qui va tomber bientôt de 200 000 dirhams, 20 000 euros, juste pour le transport de personnes atteintes de maladies des reins, mais en néphrologie, parce qu'on s'occupe aussi d'eux. On a continuellement des subventions de 100 000, ça veut dire 10 000 euros, tous les 3 mois par l'NDH toujours, pour le handicap et ce qu'on va appeler ATD, l'accompagnement thérapeutique à domicile. Et pour le côté École Karama, on a une subvention qui était l'année dernière de 23 000 euros et qui passera cette année
avec les 40 élèves, il dépassera les 500 000 dirhams, ça veut dire 50 000. C'est-à-dire on dépasse là les 100 000 euros de subvention de l'État. Cela nous engage aussi à être très très sérieux, à prendre les choses vraiment en main, à ne pas répondre toujours par la négative. Non, on est là présent, on fait un projet avec l'État marocain, avec le Royaume du Maroc, la province de Berkane actuellement, qui est le maintien de vie à domicile et soins palliatifs, chose qui n'existe pas au Maroc et qui est très rare, peut-être dans les cliniques un peu UP, un peu chez, on va dire, cliniques de des gens capables de payer de grosses sommes en soins palliatifs. Aujourd'hui, on a des équipes de soignants, on a un médecin qui passe tous les jours voir les malades, des soignants qui passent voir les personnes en fin de vie. Et malheureusement ou heureusement, l'année dernière, en 2022, on a accompagné 50 malades jusqu'à la fin de vie. Ouais. Et c'est quelque chose d'une tâche qui est lourde, surtout quand il y a des atteintes de cancer, des atteintes de maladies très graves. Et on a une équipe qui passe presque un jour sur deux, soigner des escarres, soigner des malades. Justement, Hassan, on va ramener des malades vers les hôpitaux, ramener en examen, faire des opérations chirurgicales dans les hôpitaux. Donc, tout ça, c'est une lourdeur financière et qui justifie les subventions que nous percevons actuellement. Alors justement, on va regarder quelques images un petit peu du travail que Capis fait sur place. Dès que la régie est prête, on va envoyer ces images-là. C'est fait. On regarde et je vous demanderai de commenter avec moi. Bien sûr. Hassan. Bien sûr. Nawel. Des gros camions de transport que nous appelons pour ramener du matériel médical vers le Maroc. Voilà, c'est les lits médicalisés que nous avons au Maroc, 140 lits actuellement qui tournent entre les malades. Les produits de nutrition, les produits de sécurité, d'hygiène, les échographes. On en a actuellement 4 au Maroc et on fait partir dans quelques jours 2 autres. Voilà, ça c'est le travail que nous faisons, ramener du matériel lourd, très important vers les malades, voilà, comme ce jeune homme Salim, qui a reçu un lit médicalisé. Cette jeune femme a été lauréate pour créer son entreprise, mais manque de moyens, il n'avait pas de quoi se déplacer, on lui a mis une chaise roulante électrique. Là, on travaille dans les montagnes, on va chez les gens qui sont en haute montagne et on ramène ce qu'on peut, les médicaments, les lits, les soins, voilà le type de soins qu'on fait tous les jours chez les malades. On a 2 unités mobiles de secours et on va avoir la 3e qui va partir très bientôt vers le Maroc. Ce sont des ambulances de l'État, ceux-là, des ambulances de l'État financées par l'État. C'est le type d'examen qu'on a à faire tous les jours ou tous les mois en caravane par notre cardiologue partenaire, par exemple, M. Arbani, d'origine palestinienne, qui nous honore avec ses aides. Il nous fait des consultations gratuites. Dr Amel, par exemple, Dr Mohamed, notre médecin actuel, Dr Logidi, qui est aussi mon partenaire et mon coordinateur médical avec la cardiologie orientale. Là, nous faisons tout simplement les écoles dans toutes les régions, dans toutes les montagnes, les zones rurales éloignées. On offre des médicaments, on fait des consultations même dans nos unités mobiles. On va dans les montagnes, voilà, comme vous le voyez. Ce sont nos équipes médicales, le médecin, des infirmières, des soignants, et on passe d'une maison à l'autre. Voilà, c'est la dernière offre pour notre association. On a offert un échographe portatif qui nous a coûté quand même pas mal, et on travaille avec facilement. Là, on reçoit actuellement une jeune ingénieure en nutrition, première au Maroc, qui est là avec nous, qui fait une étude sur les moyens alternatifs
pour tout simplement remplacer les produits nutritifs pharmaceutiques. Et nous, on est en train de travailler actuellement sur la nutrition locale, c'est-à-dire quels sont les produits locaux qu'on va intégrer dans la nutrition des enfants atteints de handicap. Comme vous le voyez, ce sont les élèves de notre école Karama. Ils sont joyeux, heureux, ils font du sport, ils jouent au clown, ils font des pièces de théâtre, et c'est quelque chose de formidable pour eux. C'est à l'image de ce qui se passe ici en Europe, tout simplement. C'est une intégration. Ben oui, ils ne sont plus invisibles là, du coup. C'est ça la beauté. Très visibles. C'est ça. Très très visibles. Ben oui. Et participatif. Ouais. Le garçon avec le kimono première dan de taekwondo est tout simplement aussi atteint de handicap, de trisomie. Ouais. Voilà. Et les grands prennent soin des petits. Là, c'est le côté social qu'on fait. On aide ces familles-là d'abord, et les familles qui sont dans les montagnes, très pauvres, avec des malades, avec tout ce qu'il faut, la nutrition. À titre d'exemple, pendant le dernier Ramadan, on a déployé 8 700 € d'aide à ces familles qui sont vraiment dans une situation financière très, très, très mauvaise. Bah, voilà. Nawel. Au-delà de les rendre visibles, c'est qu'on les intègre finalement à la société, on leur donne goût, oui. On leur donne envie de faire des choses. Et en fait, aujourd'hui, il n'est plus question que... Enfin, travailler, pouvoir faire du sport, c'est vivre. C'est la santé aussi. Ouais, et quand on n'a pas accès à ça, finalement, qu'on soit visible ou pas, malheureusement... Oui. Mais parce que moi, j'avais quelqu'un avec qui, justement... que je suivais et qui me parlait de ça, donc il n'avait plus ses jambes et sa famille avait tendance à dire qu'il est malade, donc il reste à la maison parce qu'il est malade. Tout à fait. Mais non, il n'est pas malade. Il est en situation de handicap, certes, mais il n'est pas malade. Il a besoin de vivre avec les autres, d'aller prendre un verre, d'aller au théâtre, de faire, je sais pas, d'être actif. D'être réintégré, mais d'une autre façon. Et en fait, c'est là, finalement, la notion d'acceptation, déjà, de soi-même, de cet handicap, de cette nouvelle condition est importante. Mais en fait, le plus gros travail qu'il y a à faire, c'est aussi l'acceptation de cette nouvelle condition aux aidants. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les familles, les proches, sont mal à l'aise. Ils ne savent pas comment appréhender quelque chose d'invisible. Comment les rendre plus à l'aise? Comment les rendre plus à l'aise? Ouais, ces familles. Excusez-moi, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment ça, la banalisation de la différence. D'accord. Aujourd'hui, à partir du moment où on dit, même si on ne parle même pas d'handicap, à partir du moment où je vous dis, je suis malade, oui. Vous allez déjà commencer à me parler différemment. D'accord. Parce que vous allez vous dire, je ne sais pas comment me comporter avec elle. Alors que si, dans l'éducation, dans notre scolarité, dans notre culture... Donc depuis tout petit, Depuis tout petit, ben oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les écoles où on a l'intégration des malentendants, des malvoyants, c'est quand même des écoles qui, où, quand on parle à un enfant, on lui dit, alors comment tu vis le fait qu'il y ait des personnes en fauteuil ou malvoyants dans ta classe? C'est normal. Oui. C'est normal. Ouais. Et c'est pareil pour les équipes. Aujourd'hui, moi, j'ai évolué quand même dans pas mal de grands groupes et à chaque fois, au moment où je vais partir, on me dit, mais en fait, on a appris énormément de choses avec toi, Nawel. Comment ça? En fait, on s'écoute. Ouais. On prend le temps de s'écouter, on prend le temps de se parler entre nous et on prend le temps et en fait, de manière vraiment intuitive, on s'adapte les uns aux autres, mais au-delà même du handicap. Ne serait-ce qu'à la notion d'avoir des enfants à la maison, à la notion du coup de difficulté finalement instantanée, on a tendance à devenir beaucoup plus malléable. Et finalement, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, si on crée des ateliers de sensibilisation, si on parle du handicap, c'est les personnes qui sont atteintes de handicap, on leur donne la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est qu'on ne leur donne pas la parole. On parle à leur place. On parle à leur place, ouais. On leur propose des solutions. On vient, on leur dit voilà. Il faudrait que ça vienne... Alors que ça devrait venir dans le sens. Voilà, dans les deux sens en fait. Moi, j'ai un handicap qui vient, au bout d'un moment, je vais lire sur les lèvres, petit à petit, je vais commencer à me dire peut-être j'ai besoin d'un appareil, mais c'est à moi d'être force de proposition, c'est comme ça que je vais l'intégrer facilement. Et surtout, c'est comme ça que je vais convaincre les personnes qui sont autour de moi que je suis capable d'être indépendante, de maîtriser cette différence et finalement aussi de la rendre une réelle force et un réel moteur pour la communauté. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter à la communauté aussi? Exactement. Ouais. Et par exemple, aujourd'hui, je sais que l'État, et ça, c'est pour le coup, c'est un gros bravo que je donne, oui. Ils ont créé un service qui s'appelle le DNUM, c'est la direction numérique de l'accessibilité numérique au sein du ministère. Et en fait, dans cette direction, je crois que c'est
un salarié sur deux est en situation de handicap. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est en situation de handicap qu'il a été recruté, non. Il a été recruté parce qu'ils savent qu'il a un apport à apporter au niveau de la charte, finalement, de la mise en accessibilité des logiciels et de la mise en accessibilité au niveau des entreprises. Parce que le DNUM, il a quand même pour rôle non seulement de rendre accessibles tous les logiciels et tous les sites de l'État pour les personnes en situation de handicap, pour les seniors, pour les illettrés et co, mais il a aussi ce rôle finalement de sensibiliser les entreprises. Ouais. Bon, ça c'est important quand même à souligner qu'il faut voir ce que les personnes en situation de handicap ont à apporter, à quel point elles peuvent enrichir et s'impliquer la société. Exactement. Les entreprises. Exactement. Et surtout de se dire qu'aujourd'hui, au-delà même des personnes en situation de handicap, parce que dans la situation de handicap, on compte aussi les seniors, il faut le savoir. Oui, évidemment, parce que, si vous voulez, dans nos sociétés modernes, la chose qui est encore plus handicapante, si je puis dire, c'est que tout va vite, il faut être super fort tout le temps, il ne faut jamais être fatigué, etc. Ça va de plus en plus vite. Donc, il y a quelque chose qui entraîne finalement, je ne sais pas moi, un mal-être… général. Général, oui. Mais il y a une phrase de Michelle Obama que j'aime beaucoup, que j'ai publiée récemment, qui dit « À partir du moment où on embrasse une cause et qu'elle nous tient réellement à cœur et qu'on veut se battre pour cette cause, pour cette évolution finalement, en fait, à un moment donné ou à un autre, notre cerveau se fatigue. Ouais. On a une fatigue psychologique en fait, qui s'installe et il faut l'écouter. Et en fait, quand on s'écoute à ce moment-là, on est capable aussi d'apporter des évolutions, on est capable d'apporter des solutions à l'entreprise, mais aussi à la société, en termes d'acceptation finalement de la différence. Et en fait, ce qui est vraiment handicapant en France, parce que ce n'est pas le cas en Europe, que ce soit à Londres, Liverpool & Co, ce n'est pas du tout la situation, c'est le terme handicap. Vous savez, il vient d'où ce terme? Non. En fait, c'est la main dans le chapeau. C'est en gros ce qu'on utilisait, enfin, c'est le terme que les Anglais avaient sorti à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand tous les gens sont venus d'armée estropiés. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ouais. Aujourd'hui, les handicaps sont invisibles, c'est des maladies invisibles. Donc finalement, le terme handicap en France doit être retiré. Le logiciel doit être revu alors. Exactement. Et à partir de là, déjà, si on retire ce terme handicap, on va retirer une certaine crainte, une certaine peur, ce qui va permettre du coup déjà de dédramatiser ce sujet. L'importance des mots. Exactement. L'importance des mots. Mais qui voudrait avoir cette étiquette d'estropié? Moi, personnellement, je ne veux pas. Ben oui. Je n'ai pas du tout envie de… Moi, j'ai envie d'être écoutée, j'ai envie d'être active, j'ai envie d'apporter des solutions. C'est une cause que j'ai embrassée de manière, on va dire, contre mon gré à mes 18 ans, mais qui aujourd'hui, c'est devenu un peu finalement ma raison d'être et j'adore ça. Mais ça évolue énormément en France. Ça évolue sur l'intégration, sur le recrutement, au niveau des écoles aussi. Enfin, ça avance, mais pas assez vite. Pas assez vite parce qu'on part du principe que ce qu'on ne palpe pas, ce qu'on ne peut pas compter, c'est pas performant. Voilà, la performance. Oui, la notion de performance est hyper, elle est présente. Ouais. Et surtout, en France, on a encore cette notion de contrôle. Le patron a besoin de contrôler. Mais non, le patron doit contrôler finalement le résultat. C'est là qui est important. Et puis laisser vivre, amenez-nous, quel que soit le chemin, vers le résultat décidé. Exactement, vers la performance qu'on a décidé, l'objectif qu'on a décidé. Atteindre l'objectif. Exactement. Hassan Najari, je me tourne vers vous. Est-ce que, alors, votre intervention, elle se situe dans un lieu, et vous avez finalement, parce que si j'ai bien compris, donc il y a maintenant une école, il y a, on peut le dire, une entreprise, parce qu'il y a 17 salariés, vous donnez du boulot aux gens, vous changez l'image d'une situation, vous réintégrez des gens qui ne l'étaient pas, vous les remettez au centre des préoccupations et de la société. Quel est votre projet encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous visez comme objectif? Le clonage. Le clonage, c'est-à-dire? Ça veut dire, j'étais avec un professeur d'ophtalmologie en train d'organiser une grande caravane dans l'oriental. On a reçu 3757 personnes en 2 jours. Il y avait 135 spécialistes avec nous et médecins. Et il m'a dit, ce sont des initiatives qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faut travailler pour améliorer, consolider et cloner. Je dis cloner. Mais ça veut dire quoi, cloner?
On essaie de copier ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans l'oriental et de l'introduire dans d'autres lieux ou de créer à l'image ce qui est réussi. On ne change pas un cheval gagnant, on va dire. On a mis un système de travail, de matériel médical prêté et non donné, comme on faisait dans le passé ou font d'autres. Nous, on prête. En fait, on est en train de travailler sur le système français au Maroc. Des sociétés ici de maintien de vie vous ramènent un lit médicalisé, une chaise roulante, un matelas anti-escar, ils le mettent chez le malade, le temps de la maladie ou si chronique indéfiniment, et le malade utilise ce matériel, mais il ne lui appartient pas. C'est la même chose que nous faisons au Maroc. Ici, il y a la carte vitale qui fonctionne, là-bas, c'est la gratuité pour nous. C'est-à-dire, on ne fait pas payer les gens pour le prêt du lit ou du matériel respiratoire ou autre. Les consultations que nous faisons sont totalement gratuites. On vient de dépasser 12 500 consultations médicales en 11 ans de travail. Aujourd'hui, on a un médecin qui fait la tournée des maisons dans le monde rural, maison par maison, on ne fait pas de distinguo, et fait les consultations médicales. Il vient de dépasser 3300 consultations en 65 sorties. C'est extraordinaire. C'est en moyenne 50 consultations gratuites par jour, avec médicaments, examens, échographie et tout ce qu'il faut. Ça veut dire, ce projet qui existe, qui est réel, il faut qu'on le ramène dans d'autres régions. Et aujourd'hui, on est sollicité par la province de Sidi Slimane, dans le Rab, qui nous suit depuis un certain temps et qui sont très intéressés par ce projet chez eux. Ils sont actuellement en train de construire un centre à l'image de celui qu'on a. Et ils nous ont sollicité pour le faire gérer à Sidi Slimane. Donc c'est une deuxième charge, deuxième responsabilité. On est partant parce que c'est du travail humanitaire, médico-humanitaire, qui sert les malades. Et quand Madame parlait tout à l'heure de handicap, moi aussi le mot je l'aime plus, c'est plutôt la maladie, l'invalidité. On est invalide, incapable de faire quelque chose. On est dans l'incapacité de faire quelque chose, mais on n'est pas handicapé forcément. Un enfant qui a une trisomie 21, c'est vrai, il est limité dans peut-être la durée de vie, il est limité dans ses actions et tout ça, mais il peut travailler, il peut produire, il peut être l'homme de demain. Des gens qui ont un handicap physique, ils ont subi des opérations où il manque d'un membre ou de doigts ou autre, et bien ils sont capables aussi de produire, de travailler, d'être formés dans tel ou tel domaine. L'exemple, c'est Rachida, qui est elle-même atteinte d'handicap, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, directrice de notre école. Et aussi, ma personne, je suis peut-être diabétique, malade aussi, je me considère comme quelqu'un qui est invalide à faire beaucoup de choses qui ne sont plus dans ma capacité aujourd'hui, mais je suis capable de gérer, de travailler à distance, comme le dit Madame. Aujourd'hui, le numérique ouvre beaucoup de portes, permet de travailler à distance, et nos objectifs aujourd'hui, ils seront de relever encore le deuxième défi, de recréer tout ça là où il y a un vrai manque actuel dans l'aide à ceux qui sont dans un besoin physique, de travailler, d'aller à l'école comme tout le monde, parce que l'école inclusive au Maroc existe, mais elle n'est pas malheureusement très développée, très présente. C'est pas la règle. Nous suivons aussi des enfants atteints d'handicap, de maladies chroniques, le diabète par exemple, dans des écoles. Nous venons avec nos équipes à l'intérieur de l'école, on prend les petits, on leur fait leur dextro continuellement, on leur fait leur insuline et on part. Ça, c'est nouveau dans notre travail actuel au Maroc. Nawel. Je rejoins totalement le propos de monsieur, dans le sens où aujourd'hui, que ce soit en France comme au Maroc, comme dans tous les pays, on a besoin de passer à l'échelle systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur a la chance de diriger une association qui fonctionne très bien, 17 collaborateurs, et l'aide qui est vraiment bien plus proportionnelle accordée par l'État marocain. Il fait un travail formidable, mais il ne peut pas le faire seul. Il a besoin finalement d'impliquer les directeurs des écoles, il a besoin d'impliquer les ministres, il a besoin d'impliquer des personnalités, des influenceurs finalement du monde. Des décideurs. Des décideurs pour pouvoir finalement impacter
reproduire ce que lui il appelle clonage, mais de reproduire finalement de manière systémique ce que lui fait dans la région orientale. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je tiens vraiment à différencier l'associatif avec le privé. C'est-à-dire que moi, je suis quand même dans une société privée. Certes, toutes les entreprises privées de plus de 20 salariés en France ont des subventions pour pouvoir intégrer et recruter des personnes en situation de handicap. Mais il faut savoir que du fait qu'on est privé, il y a quand même déjà on va dire un financement de l'entreprise elle-même. Il y a quand même un budget. Voilà, il y a un budget qui est là pour que les projets avancent, pour que le recrutement se fasse, pour que les choses se passent bien. Donc, on va dire que par rapport à l'associatif, on a déjà une difficulté en moins. Mais cependant, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que je me suis rendu compte au bout de plus de 4 ans de travail sur le sujet, l'association et le privé doivent travailler ensemble sur ce sujet-là. On a besoin de l'associatif pour pouvoir sensibiliser au niveau des écoles, et ils auront besoin de nous pour qu'on puisse recruter ces collaborateurs, enfin ces personnes qui ont été accompagnées par le monde associatif. Mais dites-moi, Nawal, je vous entends parler, et moi j'ai une question pourquoi pas moins de 20 salariés? Pourquoi à partir de 20? Parce qu'on peut, je ne sais pas, moi j'ouvre une entreprise, là j'ai pas tout de suite les moyens de, je sais pas, de Total ou de L'Oréal, j'ai 20 personnes dans ma boîte, est-ce qu'on ne peut pas m'aider On peut vous aider directement, mais vous n'avez pas besoin de signer l'accord handicap, parce qu'en fait c'est vraiment très chronophage de faire un accord handicap. Vous avez pas mal de choses Alors voilà à donc prouver. quelque chose à améliorer peut-être. Alors là pour le coup je suis totalement d'accord avec vous. Il y a deux choses à améliorer au niveau de l'État aujourd'hui en ce qui concerne du coup l'administratif, c'est les accords handicap, toute la modalité de la réalisation de cet accord. Facile quoi. Voilà exactement. Et la reconnaissance des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui vous pouvez compter de 6 à 1 an avant d'être reconnu. Alors vous êtes en situation de handicap, pour être reconnu en situation de handicap. Parce que sans ce papier, moi, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je ne peux pas vous mettre dans mon budget accord handicap, dans mes subventions, parce que vous n'êtes pas encore reconnu en situation de handicap. Est-ce que chez nos voisins européens, c'est plus facile? Totalement. Mais aujourd'hui, la France, récemment, je pense qu'il y a 1 mois, on a eu encore un blâme de l'Europe sur tout ce qui est accessibilité et aussi sur tout ce qui est recrutement des personnes en situation de handicap et finalement notre insertion dans la société. On va prendre l'exemple par exemple de l'Angleterre que je connais à peu près. À partir du moment où vous êtes en situation de handicap et vous l'indiquez sur votre CV passe au-dessus parce que tout simplement on part du principe que vous allez avoir du mal à... Qu'est-ce qui nous empêche ici de faire ça? C'est quoi le... On aime faire les papiers, mais on aime beaucoup l'administratif en France. On aime bien l'administratif. On aime déjà qu'on ait une population, enfin il faut le dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est très difficile pour une personne en situation de handicap de faire autant de déplacements, que ce soit à la Sécurité sociale, à la MDPH, à la GIFIP, et pourtant on est obligé de le faire pour pouvoir avoir ce fameux papier, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être accompagné. Quand on est une entreprise de moins de 20 salariés, aujourd'hui on peut faire appel à la GIFIP pour pouvoir nous accompagner. La GIFIP, c'est un organisme agréé finalement qui permet de mettre en place des subventions ou un accompagnement humain pour les personnes en situation de handicap au niveau de l'entreprise, privée comme publique. Voilà. Et cet organisme-là peut par exemple, moi je sais que quand j'avais commencé à travailler, je travaillais au sein d'une fondation. On était 17 ou 18 collaborateurs. Et ben pour mon cas, on a fait appel à la GIFIP, de 1 pour que je puisse avoir une aide, parce que c'était vraiment mon premier emploi pour payer mes appareils auditifs à l'époque. Ensuite, dans un deuxième cas, c'était vraiment avoir une aide pour pouvoir adapter mon poste de travail pour que je puisse entendre les interactions INDCO. Et au fur et à mesure, en fait, la GIFIP s'est impliquée dans mon évolution de vie au sein de la fondation. Mais en fait, quand on est dans une échelle de moins de 20 salariés, c'est beaucoup plus facile. Bah oui, bon. Donc la réponse, voilà. En fait, c'est mieux. C'est largement mieux parce que du coup, c'est plus humain. Alors qu'à l'échelle finalement d'une entreprise, ça devient une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Il faut tout prouver, il faut tout tracer. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, on a des systèmes de filiales. Et du coup, aujourd'hui, on a des entreprises pour qui, au niveau du siège, tout se passe bien. Mais quand on regarde les filiales, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Hassan, une dernière question. Quelles difficultés vous rencontrez encore, s'il y en a? France, parce que nous sommes tout d'abord une association française qui agit au Maroc. On a créé notre antenne là-bas, une association nationale marocaine qui devient bientôt, je l'espère, d'utilité publique. Et cette difficulté se concrétise dans le manque de bénévoles ici, comme pour toutes les associations, je pense. Nous, on travaille sur le médical. Ça veut dire que
des hôpitaux, des sociétés qui ont du matériel, mais vraiment de très bonne qualité, qui font appel à nous. Et on prend ce matériel, comme vous avez vu dans le reportage, avec des gros camions, et on le ramène au Maroc. Et il a une seconde vie. C'est-à-dire, on fait quand même une grande action envers l'environnement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et on permet à du matériel qui pouvait être jeté d'être recyclé, réutilisé. Pardon? D'être réutilisé à bon escient, au lieu d'être jeté comme ça. Parce que sur place, on a des techniciens qui viennent, qui rechangent les batteries, réparent les pistons, avoir des échographes presque neufs. Ouais. On voit le run de service et le cahier de charge qui est avec. Franchement, c'est extraordinaire. Et l'utiliser ailleurs à 3000 km pour faire des caravanes médicales, soigner des gens, faire des examens comme par M. Rabbani, le cardiologue, il a tout ce qu'il faut dans une salle pour faire tout simplement l'examen qu'il pouvait faire dans son cabinet et permettre à des gens qui sont dans le besoin d'avoir des consultations de très bon niveau et gratuitement. Merci Hassan Najari. Voilà. Merci à Capis. Et merci à Madame Nawel. Merci parce qu'on parle de quelque chose qui dérange toujours. Ceux qui sont valides, c'est l'invalidité des autres. Mais vous savez, enfin, on ne devrait même pas avoir besoin de le dire, mais la validité, enfin, quelqu'un peut être valide aujourd'hui et être invalide, enfin, il peut être valide ce matin et peut être invalide le soir. Mais enfin, la vie n'est pas, c'est pas quelque chose. Il y a fixe, c'est vraiment très situationnel. Hein. Donc, prendre soin, regarder l'autre dans une situation de faiblesse, c'est aussi me regarder moi-même. Moi-même, mes parents, mes enfants, mon voisin, enfin, je veux dire, on est tous liés les uns les autres. Et en fait, c'est là où il faut prendre conscience non seulement de ce que l'autre peut refléter sur nous, mais aussi ce que l'autre peut nous apprendre sur des situations, sur des limites, tant en termes de construction d'univers, de contexte, mais aussi en termes de process et de logistique. Et c'est vraiment ça qui est important. Et je pense que c'est par la discussion, par l'échange, que cette cause pourrait... Enfin, j'aime pas trop le terme cause, parce que cause, pour moi, c'est comme si on réduisait finalement ce sujet à... S'il vous plaît, faites un mandat honorable. Non, c'est une obligation sociétale. C'est un impératif. Exactement. C'est vraiment penser à soi. C'est vraiment se dire, tiens là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui nous concerne tous. Bah, c'est le futur de la société. Ouais. Voilà. C'est réfléchir au futur de la société. Et je conclurai sur une chose. C'est qu'avec les transformations là, qui ont lieu chaque jour, avec... la venue de l'intelligence artificielle, il y a plein de gens qui pouvaient se sentir, moi, je suis tout à fait valide, je suis tout à fait au courant, je suis tout à fait in dans le délire, et qui vont se sentir tout drôles. Tout à fait. Dans des situations, finalement, voilà. Ils sont limités parce que ça va trop vite. Exactement. Exactement. Ben, merci à vous, Nawel Alaoui. Merci pour l'invitation. Donc, vous êtes consultante chez OnePoint. Merci Hassan Najari, président de Capis. En tout cas, à RTV, on est toujours très content de parler de ces sujets de société qui nous concernent tous. Et je vous dis à bientôt pour ma part, pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV.